Death. Barbara Abel et Karine Giebel. Ce n'est sans doute pas la meilleure idée qu'ils aient eue, mais c'est la seule qui se soit imposée à leur esprit. De toute façon, maintenant, il est trop tard. Leur absence a déjà dû être remarquée au centre, les parents prévenus, qui eux-mêmes ont dû appeler la police. Bref, trop tard. Ne cesse-t-elle de se répéter comme pour se convaincre qu'elle n'a plus le choix. Trop tard pour se déballonner. Trop tard pour faire demi-tour, pour raconter cette boule qui lui pèse sur l'estomac, ce doute qui ricane à sa conscience. Viens, rentrons, on s'expliquera, on tentera le tout pour le tout. Et si vraiment personne ne veut nous comprendre, alors là, ok, on pourra toujours. Devant elle, David avance vite, sans ralentir la cadence, le pas rythmé, la démarche inflexible. Il zigzague entre les arbres, comme s'il connaissait le chemin. Il la tient d'une main ferme et l'entraîne dans sa course. Elle le suit plus qu'elle ne l'accompagne. Peut-être sent-il la peur qui la talonne, la rattrape. Cette incertitude qui s'immisce comme un serpent entre ses jambes, prêt à la faire trébucher. Elle doit pourtant reconnaître qu'il n'a pas fallu grand-chose pour la convaincre. De toute façon, quelle solution avait-il? Quand le monde entier s'est ligué contre eux, quand on ne leur a plus laissé d'autre choix, quand ceux qui se targuaient d'entendre n'avaient pas écouté. Lorsqu'elle lui a annoncé son prochain départ, David a perdu pied. Pas longtemps, c'est pas son genre, mais il a accusé le coup, elle l'a bien vu. Il est resté immobile, rivé à ses mains qui lui parlaient, virevoltant dans les airs pour lui expliquer la promotion de son père loin là-bas à l'autre bout du pays, la nouvelle chance qui s'offrait à lui et à sa famille. Et puis ce geste tant redouté. Ses index passant de droite à gauche, à la manière de deux essuie-glaces. Déménager. Il a fermé les yeux, refus de voir, de croire, d'entendre, désormais mutique. Elle continuait de s'agiter, ses mains enchaînaient les pauses, les signes, précises et cadencées, ponctuant ses phrases d'une bourrade. « Regarde-moi, je te parle. Écoute-moi, bordel !» David ne bougeait plus. Inaccessible, encore plus sourd que d'habitude. Parce que, pour les gens comme eux, fermer les yeux, c'est se boucher les oreilles. Cloîtré dans le silence de sa peine, il a pris le temps de rassembler ses forces. Quand il l'a enfin regardée, il a suivi la danse de ses mains pour savoir, et sans doute pour riposter. Les joues baignées de larmes, Anne répétait les mêmes mots, les mêmes phrases, une succession de figures alambiquées, nerveuses et saccadées, comme si ses doigts faisaient du hip-hop. David, lui, a compris que les parents d'Anne ne leur laisseraient aucune chance. J'ouvre les yeux sur les ténèbres et la solitude. Impossible de bouger, tout juste respirer. Mes poignets comme mes chevilles sont serrés par une sangle ou peut-être est-ce une corde. Ma tête déborde de douleur et de cris. Je ne vois rien, je n'entends rien. Je ne sais pas où je suis. J'ai froid, j'ai mal, terriblement peur. Mon cœur se met à accélérer dangereusement, me calmer, me souvenir. Les pièces de ma mémoire s'assemblent en un lent mouvement qui contraste avec la rapidité des battements dans ma poitrine. Hugo. Mon Dieu, Hugo. Il est malade. Une très mauvaise bronchite. Oui, le docteur est passé. Il a fait une ordonnance. Juste après son départ, je suis descendue à la pharmacie. Il y avait du monde, j'étais pressée. Parce que je n'aime pas le laisser seul. Je ne dois pas le laisser seul. Après une attente interminable, j'ai pris les médicaments. Je suis sortie et j'ai couru sur le trottoir. Soudain, j'entends des voix d'hommes. Elles s'approchent de l'endroit où je me trouve. Mais quel est cet endroit? Une boîte? Un cercueil? Je voudrais crier, j'ai peur de crier. Révéler ma présence ou me taire? D'abord me rappeler. Entre la pharmacie et chez moi, que s'est-il passé?
Pourquoi ma mémoire refuse-t-elle de m'obéir? Peut-être est-ce dû à ce foutu mal de crâne? J'ai dû prendre un coup sur la tête. Les voix se sont tues, des bruits leur succèdent. Portière qui claque, allumage d'un moteur, vibration. Tout se met à bouger. Je roule sur le côté, tapant violemment contre quelque chose de dur. Enfin, je comprends. Je suis dans le coffre d'une voiture. Comment est-ce possible? David fonce droit devant. C'est une course contre le temps, contre les autres, et sans doute plus encore contre eux-mêmes. Emportée par la vitesse, Anne a du mal à ordonner ses gestes, ses pensées. Elle voudrait lui demander de ralentir, le forcer à se retourner vers elle. Elle sent les pulsions de son cœur marteler sa poitrine, ses tempes, son crâne. Sa gorge est en feu, ses jambes l'entraînent malgré elle, se dissociant de sa raison. Elle sait qu'ils sont en train de faire une énorme connerie. Elle sait aussi qu'ils en auraient crevé de ne pas la faire, cette connerie. David, c'est son double, son âme, son oxygène. Ils se sont rencontrés au centre il y a 1 an tout juste. C'est elle qui lui a appris la langue des signes. David n'est pas né sourd comme elle. Il a perdu l'audition 18 mois auparavant à la suite d'une méningite bactérienne qui a bien failli l'emporter. La surdité a été la principale séquelle de la maladie, comme s'il avait dû payer un tribut à la mort pour qu'elle lui laisse la vie sauve. Depuis son arrivée au centre, il était considéré comme un cas, une affaire, un problème. Ses parents, riches industriels, se sont achetés une bonne conscience en le plaçant dans cette résidence pour gosses malentendants friqués, mais en vérité, ils ont surtout cherché à se débarrasser de lui. Déprimé par son infirmité, David s'est complètement replié sur lui-même, errant entre 2 mondes, désormais incapable de communiquer avec les entendants, refusant le moindre contact avec les malentendants. Et puis, Anne est entrée dans sa vie. Au début, même s'il la trouvait plutôt jolie, elle n'était pour lui qu'une de ces sourdingues qui agitaient leurs mains dans tous les sens, bande de tarés. Muré dans son silence, il ne voyait pas l'intérêt qu'elle lui portait, la patience infinie dont elle faisait preuve pour vaincre ses résistances. Au fil des jours, elle lui a ouvert les yeux. Alors il a vu les mots. Elle lui a tendu la main, alors il a pris la parole. Elle a forcé le chemin pour lui apprendre les signes, donner une forme à tout ce silence dont il ne savait que faire. Lui, de son côté, lui a raconté les sons dont ils étaient privés, la musique qu'elle n'avait jamais connue, les dissonances et les harmonies, les cris et les murmures. Ensemble, ils ont colmaté les brèches de leurs lacunes, pensé leurs blessures, trouvé un sens à leur existence. Alors quand les parents d'Anne ont pris la décision de déménager à 800 kilomètres de là, David a compris qu'il allait la perdre et qu'il n'aurait pas de deuxième chance. Vivre sans elle? Hors de question. Il a considéré le problème sous toutes ses faces avant de se rendre à l'évidence. Soit elle partait avec eux, soit elle partait avec lui. À 16 ans, la tête et le cœur se confondent bien souvent. Je rentrais à l'appartement en courant parce que Hugo était seul depuis déjà près d'une demi-heure, seul dans son petit lit. J'ai tourné à droite et, au moment où je passais devant la bijouterie, 2 hommes en sont sortis. Ils avaient des cagoules sur la tête. Je crois bien que j'ai hurlé. À chaque coup de frein, chaque accélération, je suis projetée contre les parois du coffre. Je tremble de froid autant que de peur. Mes dents s'entrechoquent. J'ai du mal à respirer. Quand je pense à Hugo, mon cœur se comprime encore plus. Seul. Il est seul dans l'appartement. Pourvu qu'il n'arrive pas à sortir de son petit lit. Pourvu qu'il ne tombe pas sur le sol. Et s'il s'étouffait? Il toussait tellement lorsque je suis partie. Pétrifiée sur le trottoir, j'ai tourné la tête et j'ai vu les flics juste en face de la bijouterie.
Si seulement je n'avais pas couru, je serais arrivée 1 minute plus tard. Si seulement cette foutue pharmacienne n'avait pas discuté à n'en plus finir avec la cliente précédente, je serais passée 5 minutes plus tôt. Si seulement. Sommation. Les 2 braqueurs ont fait feu en même temps. Je me suis réfugiée derrière une voiture et j'ai retenu mon souffle. Puis, il y en a un qui s'est jeté sur moi. Alors j'ai hurlé une nouvelle fois. Il m'a étranglée avec son bras et a planté le canon d'une arme dans ma gorge. Sans cesse, je murmure le prénom de mon fils. Hugo, Hugo, Hugo. Maman va revenir, mon bébé. Maman va revenir. Je me mets à pleurer, et la seconde d'après, je me déteste. Pleurer ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est sortir de là. Je bouge mes mains, mes poignets, mes bras. Je me contorsionne dans tous les sens, m'infligeant d'atroces douleurs pour tenter de me détacher. Si je me libère de mes liens, j'arriverai peut-être à ouvrir le coffre et à sauter de la voiture en marche. Il court à présent à perdre haleine, contourne un tronc, évite une branche, saute par-dessus un buisson. L'urgence les éperonne. Ils ont depuis longtemps perdu le sentier sur lequel ils progressaient au début et avancent maintenant à l'instinct. En baissant les yeux, Anne réalise que leurs pieds s'enfoncent dans la tourbe et qu'ils laissent des traces grosses comme des maisons. L'humus tendre de la forêt semble être un tapis de glaise qui imprime dans le sol chacun de leurs pas. Un gosse de 4 ans pourrait les suivre et les retrouver en un claquement de doigts. Ce constat lui fait l'effet d'un électrochoc. Elle pile net, tire sur le bras de David, le force à s'arrêter. Surpris, il se tourne enfin et la dévisage. « Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas le temps de se reposer. » Ils sont en sueur, fébriles, à bout de souffle. La turbulence de ses mouvements l'oblige à répéter sa phrase. « Qu'est-ce que tu fous ?» Anne reprend ses esprits. Dans son regard, questions et reproches se disputent la charge. D'un geste large, et pour toute réponse, elle lui indique le chemin qu'ils viennent de parcourir. David découvre alors l'ampleur de la catastrophe. Ce n'est plus une piste, c'est un sillon qu'ils laissent derrière eux. L'adolescent se mord les lèvres, effaré par son amateurisme. À ce compte-là, on les aura retrouvés avant la tombée de la nuit. En faisant un tour complet sur lui-même, il tente d'évaluer leur position, de jauger approximativement la distance parcourue. Mais là aussi, c'est peine perdue. Où qu'il pose les yeux, ce sont des arbres à perte de vue, rien qui puisse les orienter ni même les informer sur leur situation. L'adolescent met aussitôt la main à la poche et en extrait son portable. L'espoir est de courte durée. Pas une barre de réseau ne vient minimiser la gravité des circonstances. Il demande à Anne de vérifier sa connexion. La jeune fille lui avoue n'avoir pas pris son propre téléphone. « Ils sont truffés de mouchards », explique-t-elle avec conviction. « T'as jamais vu les experts ? D'ailleurs, tu ferais bien de jeter le tien, tu vas nous faire repérer. » « Il n'y a pas de réseau. Comment veux-tu qu'ils nous repèrent ?» se défend David, un peu penaud de ne pas avoir pensé à ça. Le téléphone doit être connecté pour émettre un signal. Dès qu'il déclenchera une borne, tu peux être sûr qu'ils sauront où on est. Si tu ne t'en débarrasses pas, c'est même pas la peine de continuer. Autant rentrer tout de suite. Complètement dérouté, David hésite, son portable à la main. Il ne sait plus si cet objet est là pour l'aider ou le trahir. Il pressent qu'Anne n'a pas tout à fait tort. Il a en tout cas eu vent de ce risque d'être localisé par son propre téléphone. « Jette-le !» insiste la jeune fille d'un geste ample, marquant son impatience et sa détermination. Le portable à la main, David tergiverse quelques secondes de trop. Anne lui arrache l'objet et le lance de toutes ses forces le plus loin possible, comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. David suit des yeux la course de son téléphone jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la végétation. À ses côtés, Anne s'époussette les mains, genre « bon débarras ». Puis elle l'observe avec gravité. Devant l'expression manifeste de son hébétude, elle comprend qu'ils sont paumés, et pas seulement géographiquement. Le geste impérieux,
Elle lui demande s'il a la moindre idée de l'endroit où ils sont. Les mains de David restent inertes. Il tourne sur lui-même comme si la réponse se trouvait là, quelque part, dissimulée dans un fourré. Elle attire son attention, forme une croix avec ses 2 index, puis ouvre ses mains, paume vers le ciel, qu'elle agite à 2 reprises. « Et maintenant ?» David tente un sourire rassurant. Il place ses mains contre sa poitrine en forme de demi-lune, puis les ferme en les éloignant de lui. « Confiance. » Anne hausse les épaules. « Tu parles. » Ses mains reprennent aussitôt la parole. « Il faut sortir de cette forêt, sans quoi je ne leur donne pas 1 heure pour nous retrouver. » Cette fois, David acquiesce d'un hochement de tête. Il regrette le temps où il entendait encore. Louis aurait été un bon moyen de se repérer. Peut-être y a-t-il une route pas loin, juste là, à quelques mètres. S'il entendait encore, il aurait éventuellement pu percevoir le bruit des voitures, le vrombissement des moteurs. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le silence est total. Il n'a que ses yeux pour se guider. Si ça se trouve, ils sont à 10 mètres d'une route sur laquelle ils auraient pu faire du stop et disparaître sans laisser de traces. Quoique, prendre en stop 2 adolescents de 16 ans, sourds de surcroît, ça ne passe pas inaperçu. Si les parents d'Anne ont prévenu les flics, la nouvelle de leur fugue est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Ils auront de moins en moins de latitude pour se déplacer sans se faire repérer. Le temps presse. Il faut qu'ils se reprennent, qu'ils trouvent une solution. Dès que j'ai été prise en otage, les coups de feu ont cessé. Les policiers ont laissé les malfaiteurs me traîner jusqu'à leur voiture au volant de laquelle un 3e homme cagoulé patientait. Ils m'ont poussée sur la banquette arrière. Je me suis retrouvée coincée entre 2 molosses et la voiture a démarré dans un affreux crissement de pneus. J'ai croisé le regard noir de l'un des 2, réfrigérant, sans aucune compassion. Je me souviens lui avoir dit que mon fils m'attendait, qu'il fallait que je parte. Je me souviens de l'avoir supplié. Je me souviens que ça l'a fait sourire. J'ai beau forcer, la corde qui serre mes poignets refuse de céder. Tous mes efforts sont vains et n'ont pour effet que de m'essouffler davantage. Maman va revenir, mon bébé. Maman va revenir, ne t'en fais pas. La voix d'un de mes agresseurs parvient jusqu'à mes oreilles. Prends la prochaine à droite. Je me mets à gesticuler dans tous les sens. Putain de corde! Je recommence à pleurer. De peur, de douleur, je ne sais plus très bien. La voiture freine. Mon crâne heurte violemment le montant du coffre. Elle redémarre. Je pars dans l'autre sens. Je ne suis plus qu'une plume malmenée par un ouragan. Je vais me disloquer, me briser en 1000 morceaux. Nous avons d'abord roulé en ville, à une vitesse hallucinante. J'ai fermé les yeux, persuadée qu'on allait se prendre un bus ou une voiture de plein fouet. Envie de vomir, envie de hurler, de frapper les mecs à côté de moi. Pourtant, je n'ai rien fait, rien dit. Pétrifiée, tétanisée. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Au mauvais endroit, au mauvais moment, ou alors c'était écrit. J'ai compris qu'ils tentaient de semer les flics qui nous suivaient. Ils ont fini par y parvenir. « C'est bon », a décrété le chauffeur avant de ralentir légèrement. « Tant qu'on a la meuf avec nous, on est tranquille », a ajouté l'un de mes geôliers. On a encore roulé longtemps, dans un silence de mort. Pas un mot, pas un geste. Celui qui conduisait était concentré, ses yeux allant de la route au rétroviseur. Plus aucune trace des flics. Plus personne pour me venir en aide. David observe une fois encore les environs, saisit fermement le poignet de sa compagne, et tous 2 reprennent leur marche, cette fois plus lentement. Tout en avançant, il guette les vibrations de la forêt, épie les possibles mouvements, explore les feuillages, envisage les différentes directions.
Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir couper à travers bois sans avoir auparavant préparé un itinéraire ? Il pensait pouvoir rejoindre l'autoroute en 1 heure, mais voilà qu'il progresse dans cette forêt depuis plus de 3 heures. Il n'y comprend rien. Sans compter qu'il n'a pas la moindre idée de l'étendue de ce qui lui semble maintenant être plus une jungle qu'un bois. Combien de temps vont-ils encore devoir marcher avant de trouver une route ? En jetant un œil à sa montre, ses appréhensions redoublent. Dans 3/4 d'heure, il fera nuit. Le soleil est déjà bien bas. Il étire les ombres des arbres qui donnent aux alentours des allures de forêt ensorcelée. Le doute le prend soudain. Et s'il s'agissait en effet d'un sortilège ? Les parents d'Anne sont capables du pire. Ils ont la fortune et le pouvoir. Ils seront prêts à tout pour récupérer leur fille. À mesure qu'ils avancent, les pensées de David se perdent dans un délire parano de plus en plus dénué de vraisemblance. Aussi, lorsqu'il trouve enfin un sentier serpentant au milieu des arbres, l'adolescent reprend espoir. « Tu vois ?» fanfaronne-t-il tandis qu'ils empruntent le chemin de terre. « Je te parie que la route n'est pas loin. » Anne lui adresse un sourire. Il marche à présent à grande foulée, côte à côte, ragaillardi par cette voie qui semble mener quelque part. Anne commence à croire à leur bonne étoile, aux promesses de David et surtout à leurs projets. Ce matin, quand il lui a proposé de partir avec lui, étrangement, elle n'a pas trouvé ça dingue. « On irait où ?» lui a-t-elle simplement demandé. « J'ai un cousin qui vit à Paris. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour nous aider. » La jeune fille a ouvert de grands yeux ahuris. « À Paris ? Tu comptes marcher jusqu'à Paris ? » « T'es dingue ?» a rigolé David. « Non, il faut juste qu'on traverse le bois pour trouver une route, et là on fera du stop jusqu'à une gare. » Anne a réfléchi quelques instants, sourcils froncés, pas vraiment convaincue. « Une gare ? C'est le premier endroit où ils iront nous chercher. »« Oui, dans les gares près du centre. Mais nous, on va aller jusqu'à la gare de Rambouillet. Ils ne penseront jamais à nous chercher là-bas. » Les sourcils d'Anne se sont défroissés. Un peu. « Et on fera quoi à Paris ? » ?»« On va vivre, ma belle. Mon cousin nous hébergera dans un premier temps, on trouvera chacun un travail, après on se louera un petit appart. J'y ai longuement réfléchi, c'est notre seule chance. Il y a tellement de monde à Paris qu'on passera inaperçu. Ils ne nous retrouveront jamais. » L'adolescente a hoché la tête, songeuse. David n'avait pas tort. C'est au milieu des gens qu'on devient invisible. Et puis, sans mentir, elle a toujours rêvé de vivre à Paris. « Un travail ?» a-t-elle tout de même objecté. « Tu crois qu'il y a beaucoup de travail pour les sourds ?» Les mains de David se sont agitées, fébriles. « Des tonnes ! J'ai regardé sur Internet. Il y a des fast-foods qui proposent une formation spéciale en cuisine pour les malentendants, des associations qui poussent certaines candidatures comme gardien de musée ou technicien de surface. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et aussi... » Il lui a fait un rapide signe de patience. « Attends, ce n'est pas tout, tu vas voir. » Puis, il a fouillé dans sa poche et en a extrait 6 billets de 50 € enfouis dans sa paume pour les lui montrer avec discrétion. 300 €. Mes économies. Avec ça, on a de quoi voir venir. Tu vois, j'ai tout prévu. On peut au moins aller jusqu'à Paris et tenir quelques jours. Et puis, il faut savoir prendre son destin en main et arrêter de pleurer sur son sort. C'est pas parce qu'on est sourd qu'on a moins de valeur que les autres. On n'entend peut-être plus rien, mais on a des mains, des jambes, un cerveau, et on sait s'en servir. » Anne le dévisageait, émerveillée. Il s'agitait devant elle. L'expression de son visage traduisait ses espoirs. Ses mains virevoltaient en tous sens. Ses doigts enchaînaient les postures, autant de signes qui épelaient son optimisme. Il était beau. Alors elle a hoché la tête. Elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Comme pour lui donner raison, leur attention est soudain attirée par un mince faisceau lumineux qui se déplace au loin. Ils se figent, le cœur en alerte, se regardent, pensent à la même chose. L'instant d'après, ils courent droit devant eux en direction du point scintillant que la distance rétrécit impitoyablement. Dans un instant, il aura disparu. De fait, il clignote faiblement pendant quelques secondes encore avant de s'éteindre. L'horizon n'est à nouveau plus qu'une masse d'ombre que le crépuscule charbonne farouchement. Mais la lumière leur a montré le cap. La route est là-bas, droit devant.
Je sens que la voiture ralentit. Si seulement j'étais libre de mes mouvements. Je donne de violents coups de pied dans la paroi du coffre, comme si je pouvais le défoncer. Où sommes-nous? Sans doute à des kilomètres de chez moi. À des kilomètres d'Hugo. J'ai perdu la notion du temps. Peut-être ai-je tout perdu d'ailleurs. Peut-être qu'Hugo est mort à l'heure qu'il est. Fait-il encore jour? Déjà nuit? Le véhicule s'immobilise, mais le moteur tourne encore. Feu rouge? Stop. J'entends soudain un bruit qui va grandissant, un bruit effrayant. Une machine démoniaque qui fonce sur nous et va sans doute fracasser la voiture. Un train lancé à pleine vitesse. Nous sommes à un passage à niveau, en rase campagne sans doute. Maman va revenir près de toi, mon fils. On redémarre assez brusquement et j'entends la voix étouffée d'un des malfrats. Il demande combien de temps. 1/4 d'heure, pas plus, lui répond un autre braqueur. Que va-t-il se passer dans 1/4 d'heure? Arriverons-nous à leur planque? Vont-ils me garder? Me libérer? Me tuer? Un frisson me secoue de la tête aux pieds. Maman arrive, mon chéri. On a quitté la ville et la voiture s'est engagée sur une petite route bucolique que j'aurais pu trouver jolie. Mais tout était inquiétant et sinistre. Les paysages, les odeurs, les couleurs de l'hiver. Je dois rejoindre mon fils, ai-je murmuré. C'est un bébé, il est tout seul. Je vous en prie. Ta gueule, a répondu l'homme à côté de moi. Sa voix si froide, si dure, m'a forcé au silence. Au fil des kilomètres, l'angoisse a grossi, formant une énorme boule dans mon ventre. Alors n'y tenant plus, j'ai libéré ma peur, ma haine, ma colère. Je me suis mise à hurler comme une démente, à frapper l'homme à côté de moi, toute griffe dehors. Je suis devenue une bête sauvage. « Laissez-moi partir, bande de salauds! Mon fils a besoin de moi !» En voulant le cogner au visage, je lui ai arraché sa cagoule. Il a riposté en serrant ma gorge jusqu'à m'empêcher de respirer. Le chauffeur a brusquement engagé la voiture dans un petit chemin, puis il a freiné d'un coup sec, me projetant vers l'avant. Ils m'ont obligée à sortir, et le plus grand m'a filé une gifle. Puis il a empoigné son flingue, ça m'a calmé net. « T'aurais jamais dû faire ça », a-t-il proféré d'une voix calme. « Puisque t'as vu ma gueule, tu ne reverras plus jamais celle de ton fils. » Mourir sur un petit chemin de terre. Hugo, seul dans cet appartement. Mourir, le condamner à mort. Je crois que j'ai supplié le type de ne pas me tuer. Je ne me souviens plus vraiment. Le bruit d'un moteur qui approchait sur le chemin a suspendu nos respirations. « Pas ici », a ordonné le chauffeur. « Trop risqué. » Un coup derrière la nuque. Je me suis effondrée. Quelques secondes encore où j'ai vu le ciel changer étrangement de couleur, les ramures des arbres décharnés danser dans un vent mauvais. Et puis plus rien. Jusqu'à ce que je me réveille dans ce maudit coffre. Je réalise qu'ils ne m'ont pas tué sur cette piste parce qu'une voiture était dans les parages. Un coup de feu, ça s'entend de loin. Je réalise qu'ils attendent d'être dans un endroit tranquille pour m'achever. Je réalise que je vais bientôt crever, que je suis seulement en sursis. Il leur faut 1 heure de plus pour l'atteindre, cette foutue route, à tel point qu'ils pensent un moment l'avoir rêvée. 20 minutes plus tard, la nuit tombe, une nuit sans lune, dense et opaque. L'obscurité dévore tout autour d'eux, les arbres, le sentier, les buissons, leurs maigres espoirs. Eux-mêmes ont la sensation d'être engloutis dans la noirceur du néant. Mais de temps à autre, des phares s'allument au loin, une lueur au milieu des ténèbres, comme pour leur dire de ne pas abandonner.
Ils s'agrippent l'un à l'autre pour ne pas se perdre plus qu'ils ne le sont. David regrette son portable. Au moins aurait-il pu s'en servir comme lampe de poche. Ils avancent qu'à un cas, bête étrange à quatre pattes, aveugle et sourde, dont chaque pas est un défi, une gageure, un pari. Hormis leurs corps qui se pressent l'un contre l'autre, ils n'ont plus aucun moyen de communiquer. Enfin, ils parviennent à la route. Au prix d'une obstination désespérée, poussés par l'angoisse et la détresse, par miracle ou par hasard, ils finissent par l'atteindre. C'est comme s'ils échouaient sur la terre ferme après une longue traversée à la nage. C'est une oasis au milieu du désert. David se couche sur l'asphalte, les bras en croix, la joue pressée contre les dénivelés du goudron. Plus retenue mais tout aussi rassurée, Anne maîtrise un sanglot de soulagement. Ils ne sont pas sortis d'affaire pour autant, mais du moins peuvent-ils maintenant avancer en terrain connu. Surtout, la visibilité leur semble moins bouchée, comme si l'obscurité leur concédait la perception de quelques ombres. « À gauche ou à droite ?» demande Anne en indiquant successivement les deux directions. David prend le temps de considérer la question. Il simule une expertise poussée de la situation, place sa main en visière sur son front pour fouiller la pénombre, les quelques malheureux centimètres au-delà desquels on ne voit strictement rien, mouille son index avant de l'exposer au vent, renifle bruyamment dans chaque sens. « À gauche !» décrète-t-il ensuite. Anne rit de ses pitreries. C'est ce qu'elle aime chez lui, cette faculté de dédramatiser une situation pourtant critique, la force de son caractère, celle de sa volonté. Malgré les circonstances, il trouve encore le moyen de la faire rire. À cette seconde précise, elle sait qu'elle a fait le bon choix. Ils reprennent leur marche, épuisés, affamés, malmenés par la terrible épreuve qu'ils viennent de traverser, mais poussés par l'espoir de toucher bientôt au but. Leur enthousiasme est pourtant de courte durée. La route est monotone, déserte, c'est un long ruban de bitume, morne et désolé. Aucune voiture ne passe par là durant la demi-heure qui suit. Seul avantage, leur progression est plus facile, et cette fois, ils savent où ils vont. À l'approche d'une intersection, ils découvrent un panneau routier leur indiquant la direction pour Rambouillet, mais également la distance qu'il leur reste à parcourir. 56 kilomètres. La voiture roule doucement. Un dos d'âne, un autre. Nous sommes en ville, à nouveau. Et s'il y avait des gens à côté de la voiture, s'ils pouvaient m'entendre? Je me mets à hurler de toutes mes forces. « Au secours! Je suis enfermée dans le coffre! Au secours! Aidez-moi !» Les seuls à me répondre sont les cloches d'une église. Le glas, qui sonne pour moi. C'était écrit, oui. Ce n'est pas un hasard. À un moment donné, il faut payer l'addition. Je savais que ce jour arriverait. J'espérais juste que ce serait le plus tard possible. J'espérais juste que Dieu m'avait oublié. Il a tant de gens à surveiller. Ça doit lui arriver de négliger une pécheresse bien sagement planquée parmi ses innombrables brebis. Parfois, il m'arrivait même de me dire qu'il avait pardonné ma faute, impardonnable pourtant. La voiture accélère à nouveau. Je crois entendre les aboiements d'un chien, le bruit d'un camion, celui d'un rideau de fer qu'on abaisse. De la musique aussi. Maman ne t'a pas abandonné, tu sais. Maman ne t'abandonnera jamais, jamais. La poussière du coffre a réveillé mes allergies, mon asthme. Si je perds le contrôle, je pourrais bien m'étouffer. Hugo a hérité de cette horrible maladie. Lui aussi craint la poussière, les moisissures, les pollens. Il est allergique à tout, asthmatique comme sa mère. En ce moment, il est certainement en train de pleurer, de m'appeler, de tousser. Le médecin a prévu de revenir demain pour décider si Hugo doit aller aux urgences ou si le traitement qu'il a prescrit sera suffisant. Sauf que le traitement, il est resté dans mon sac. Sauf que je ne sais pas où je serai demain. Dans l'autre monde, peut-être. Sans doute.
Une larme coule sur ma joue brûlée par la moquette de ce satané coffre. C'est bête, mais je ne me souviens même pas de la marque de la bagnole qui sera ma dernière demeure. Une grosse voiture noire, c'est tout ce que je me rappelle. Avec un coffre. Un vrai. Un qui ne communique pas avec l'habitacle. Large, profond, mais bas. À l'intérieur, un objet métallique vient parfois heurter mon dos ou mes jambes. Peut-être est-ce un cric, une manivelle. Soudain, la voiture ralentit et nous prenons un virage serré qui m'envoie contre les parois de ma cage. Mon front cogne si violemment que je reste un instant étourdi par le choc. Anne s'effondre au pied du panneau. Si on lui avait dit qu'il restait encore 5 kilomètres, même 10, tiens oui, même 10 kilomètres, elle aurait trouvé l'énergie de marcher jusque-là. Mais 56 ? Non, c'est au-dessus de ses forces. 56 kilomètres, c'est... Elle fait un rapide calcul dans sa tête. 11 heures de marche, en avançant d'un bon pas, alors qu'elle se sent déjà si fatiguée. C'est pas jouable. C'est pas possible. C'est pas la peine. David s'agite devant elle, cherchant à la remotiver. Mais lui-même se sent exténué, physiquement et moralement. Il commence à regretter sa folie, le calvaire qu'il inflige à sa compagne, les engagements qu'il n'est même pas foutu de respecter, ses forces dont il a présumé, le con. Il est qui pour croire qu'on se barre comme ça sur un coup de tête en promettant monts et merveilles sans être capable de tenir parole? Et ces 300 €, ils servent à quoi, là? Ce matin, il était le roi de la montagne. Il avait le monde à ses pieds, avec son beau discours sur le destin qu'il faut prendre en main et son cerveau dont il faut savoir se servir. Tu parles. Il est où ton cerveau maintenant, hein? Et tes formules toutes faites pour... David se fiche soudain. Il regarde au loin, plisse les yeux, avance de quelques pas. Intriguée par son attitude, Anne scrute l'espace dans la même direction. Alors, son cœur s'emballe, tout comme celui de David. Il reste quelques secondes encore tendu vers l'horizon, se tourne l'un vers l'autre, se rapproche et se sourit. « Tu as vu ?» lui demande David. « C'est ce que je crois ?» L'adolescente hoche vigoureusement la tête. À une distance qu'ils ont du mal à déterminer, au loin mais peut-être pas si loin que ça, lui, un cube de lumière blanche, clarté caractéristique des néons, éclairant l'architecture particulière et reconnaissable entre toutes d'une station essence. « Ok », se reprend David. Anne se tourne vers lui et le regarde avec attention. « On marche jusque-là. Ensuite, on avisera. En tout cas, on pourra manger un bout et reprendre des forces. Tu t'en sens capable ?» La réponse fuse aussitôt des mains de l'adolescente. « Je suis prête à tout pour m'asseoir quelque part et manger quelque chose. » Nous avons roulé, encore et encore. Ma poitrine est prise dans un étau. Je vais mourir asphyxiée avant même qu'il m'achève. Je suis Juliette Lepage, j'ai 29 ans et j'ai un fils qui a 8 mois. Il s'appelle Hugo. Je suis Juliette Lepage, j'ai 29 ans et j'ai un fils qui a 8 mois. Il s'appelle Hugo. Je répète ça encore et encore, comme si quelqu'un pouvait m'entendre. Comme si ces paroles allaient se graver quelque part. Comme si j'avais peur qu'on m'oublie. Je suis Juliette Lepage, j'ai 29 ans et je vais bientôt mourir d'une balle en pleine tête. Soudain, la voiture ralentit, puis s'arrête. Ça me fait un drôle d'effet, une sorte d'électrochoc. Sommes-nous arrivés à l'endroit où ils vont me tuer? Suis-je en train de vivre mes dernières minutes, peut-être mes dernières secondes? L'intense frayeur m'empêche de pleurer sur mon sort. Je suis seulement pétrifiée. Les portières claquent, la voiture bouge, ils viennent d'en descendre. Mon Dieu, pardonne-moi l'impardonnable. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ils échangent quelques mots à voix basse,
Je ne devine pas leurs paroles. Se demandent-ils comment ils vont me tuer? Funeste conciliabule. Puis j'entends de drôles de bruits contre la carrosserie, suivis d'une sorte de tremblement. Le plein. Ils sont en train de faire le plein de la bagnole. Il y a peut-être d'autres voitures, d'autres gens. C'est là qu'il faut crier. Alors je crie, à m'en briser les cordes vocales. Soudain, le coffre s'ouvre et celui dont j'ai arraché la cagoule se penche vers moi. « Pas la peine de te fatiguer », me dit-il. « Y a que nous ici. » Le couvercle de mon cercueil se referme lourdement et je me tais, vaincue. J'ai au moins pu constater qu'il faisait déjà nuit. Des heures qu'Hugo est seul. Il est peut-être déjà mort, comme moi bientôt. J'entends mon bourreau raccrocher le pistolet à la pompe, puis ses pas qui s'éloignent. Alors, le silence se fait. Terrible, étouffant, lourd comme une dalle de béton. Si c'est une épreuve infligée par Dieu, elle est terrible. À la hauteur, sans doute, de ma faute. À la hauteur, sans doute, de ce que j'ai commis. L'abominable, l'innommable, l'impardonnable. Au moment même où j'ai perpétré ce crime, j'ai su que je serais jugée, qu'une peine sévère m'attendait. Pourtant, je n'avais jamais imaginé qu'elle serait capitale. Le froid me grignote, morceau par morceau. Mon corps s'ankylose dangereusement et mes poumons s'enflamment de plus en plus. Je me bats pour ne pas céder à la panique. Je respire lentement, avec l'impression terrible que l'oxygène se fait de plus en plus rare. J'évite même de murmurer des mots tendres à mon fils pour ne pas rejeter de gaz carbonique dans cette boîte noire qui pourrait bien devenir ma sépulture. Pourtant, entendre quelque chose, même s'il s'agit de ma propre voix, pourrait me rassurer un peu. Pour la première fois de ma vie, le silence m'effraie. Je l'ai toujours trouvé reposant et de bonne compagnie, mais aujourd'hui, c'est un ennemi, une menace. Je réalise combien il doit être difficile de vivre dans le silence complet. Être sourd au monde, à la voix des autres, aux cris de victoire et aux clameurs de la foule, aux rires des gens qu'on aime, aux sanglots de désespoir, au chant des oiseaux, au bourdonnement des abeilles, au ronronnement d'un chat ou au hurlement des loups, à la mélodie du vent, au tumulte d'un torrent, au clapotis des vagues ou au bruit de la pluie. J'ai toujours adoré écouter la pluie. Ça me rappelle à quel point j'ai soif. Je me damnerais pour un verre d'eau. Mais je suis damnée depuis bien longtemps. Ignorer le pétillement des bulles de champagne, le crépitement des flammes, les valses de Chopin, les préludes de Bach, le requiem de Mozart. Bientôt, je serai morte. Bientôt, je n'entendrai plus rien. C'est une petite station-service dont l'état de décrépitude se repère de loin. Quelques dizaines de mètres avant d'arriver, les deux jeunes gens constatent avec amertume que le magasin est fermé. Leur morale en prend un coup, même s'ils détectent à côté de la porte d'entrée un distributeur automatique dont ils ne peuvent dire encore s'il fonctionne ou non. David tente de chasser ses craintes et ses appréhensions. Il se concentre sur son objectif, arriver à la station essence, quoi qu'il les attende là-bas. À ses côtés, Anne se fait violence pour ne pas s'écrouler, il le sent. Tout en avançant, il prie dans le silence de sa tête pour qu'elle tienne le coup. Sans elle, il est perdu. Ils ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres du bâtiment lorsque, venant d'en face, les phares d'une voiture trouent l'obscurité. Le cœur de David bondit dans sa poitrine. Celui d'Anne manque un battement. Que faire? Doivent-ils se mettre en travers de la route pour arrêter le véhicule et demander au chauffeur de les conduire jusqu'à la gare la plus proche?
D'instinct, David pressent que ce serait une grossière erreur, le meilleur moyen de se jeter dans la gueule du loup. Comment se faire remarquer et reconduire illico au centre en 3 leçons? Alors quoi? Se cacher sur le bas-côté de la route et la laisser passer? Et après? Ils seront toujours à une 50aine de kilomètres de Rambouillet, affamés, assoiffés, exténués. Ils en sont là à tergiverser sur la meilleure chose à faire, quand la voiture bifurque soudain vers la droite et se range à côté d'une des pompes à essence de la station. Les 2 adolescents se figent. Ils se regardent en silence, et dans leurs yeux brille la folle ivresse de l'espoir. David met un doigt sur les lèvres d'Anne pour lui intimer le silence. Elle ne peut s'empêcher de ricaner d'un geste explicite. C'est toi qui dois te taire. Quand tu parles, tu le fais tout haut. David acquiesce. Il le sait. Il est sourd, mais pas muet. On lui a déjà dit qu'il continuait de traduire verbalement, et même assez fort, ce qu'il exprimait avec ses mains. « Ne bouge pas », intime-t-il à Anne. « Je reviens te chercher. » La jeune fille tente de le retenir. « Attends, ne me laisse pas toute seule, tu comptes faire quoi ?» David s'est déjà esquivé et s'éloigne rapidement en direction de la station. D'instinct, il avance à pas feutrés sans se faire voir, protégé par la pénombre environnante, sans jamais quitter la voiture des yeux. Sous la clarté des néons, il perçoit parfaitement 3 hommes s'extraire du véhicule. L'un s'occupe de faire le plein pendant que les 2 autres se dégourdissent les jambes, faisant le tour de la station-service pour sans doute se soulager. David s'approche encore. Il n'est plus qu'à quelques mètres de la voiture. Se faufilant le plus près possible, il trouve refuge derrière une colonne de béton et analyse la situation. Une fois le plein fait, le conducteur replace le bouchon du réservoir qu'il verrouille avec ses clés. À cet instant, son attention est, semble-t-il, attirée par quelque chose. Il le voit faire le tour de la voiture, ouvrir le coffre arrière, rester quelques instants immobile à contempler l'intérieur du coffre, puis le refermer d'un claquement sec. David a soudain la sensation que le temps s'arrête. Autour de lui, c'est comme si tout bougeait au ralenti, du moins le conducteur qui s'éloigne de son véhicule avec une grâce étrange, un peu saccadée, un peu maladroite. L'homme se dirige vers l'arrière de la station-service, là où sont allés les 2 autres hommes. Le trousseau de clés, lui, est toujours accroché au bouchon d'essence, à 4 mètres à peine de David. Comme une invitation. En revanche, l'instant d'après, tout se passe très vite. L'adolescent n'a le temps ni d'hésiter ni de se poser la moindre question. Dès que le chauffeur tourne le coin de la station pour rejoindre ses camarades, il bondit hors de sa cachette, parcourt la distance qui le sépare de la voiture en une fraction de seconde, arrache les clés au passage et s'engouffre dans l'habitacle, comme s'il était poursuivi par le diable. Il insère ensuite la clé dans le démarreur, doit s'y prendre à 3 reprises, perd patience, les pédales vite, y parvient enfin, tourne la clé vers la droite, appuie sur l'embrayage, sent la voiture qui tressaute, mais s'arrête. Merde, comment ça marche ce truc? Recommence. La clé, l'embrayage, ne pas se retourner. À tous les coups, les mecs sont en train de rappliquer. Putain de merde, tu vas démarrer. Ça y est, la voiture fait un bond en avant. David écrase l'accélérateur. Au moment où il voit une main se plaquer contre la vitre juste à côté de lui, il démarre pour de bon et s'éloigne à toute vitesse, tandis que, dans le rétroviseur, 2 des 3 hommes courent à perdre haleine, les bras moulinant l'air et la bouche tordue par la colère. Quelques mètres plus loin, il aperçoit Anne qui l'attend sur le bas-côté. Il freine d'un coup sec, juste à sa hauteur, lui hurle de monter. Il sent les vibrations de sa voix qui résonnent dans sa gorge. Il hurle encore. C'est idiot, il sait qu'elle n'entend pas, mais c'est plus fort que lui. Idiot et inutile. La jeune fille a tout vu. Elle a compris l'urgence de la situation. Elle ouvre la portière à pleine volée et se jette dans l'habitacle. David redémarre sur les chapeaux de roue avant de disparaître dans la nuit. Il se passe quelque chose, mais je ne peux pas savoir quoi depuis ma geôle. La voiture a démarré, calé, puis redémarré. Après plusieurs soubresauts, elle s'était lancée à une vitesse folle. J'ai été plaqué contre les parois du coffre, mon front s'est ouvert, du sang coule jusque dans mes yeux. Au moment où la voiture est repartie, j'ai entendu des hommes qui couraient et criaient. J'ai reconnu la voix de l'un de mes bourreaux. Ça signifie sans doute qu'un seul des malfaiteurs s'est emparé de la voiture et du butin, trahissant ses complices.
Brusquement, la voiture freine. Une voix inconnue hurle « Anne, monte vite !» La berline redémarre et quelques à-coups plus tard s'élance à nouveau sur la route. En tendant l'oreille, je perçois de drôles de bruits. On dirait quelqu'un, une femme, qui pousse des cris étranges. La fameuse Anne. Que se passe-t-il ? Un couple aurait-il volé la voiture des gangsters ? Et pourquoi cette fille ne parle-t-elle pas normalement ? Pourquoi braille-t-elle ainsi ? J'essaie de me concentrer, de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que la voiture a changé de main. Que celui qui conduit ne l'a pas fait depuis longtemps ou ne l'a même jamais fait de sa vie. Un gamin ? Quant à celle qui l'accompagne, c'est peut-être une handicapée, incapable de parler. Ce genre de cri, j'en ai déjà entendu, mais où ? J'hésite à appeler pour signaler ma présence. Je ne sais rien sur les gens qui sont dans l'habitacle. Des suppositions, rien d'autre. Mais ils ne peuvent pas être pires que ceux qui m'ont enlevé. Pourtant, je décide de garder le silence pour les écouter. La voiture fonce sur le bitume. Elle avale les kilomètres, comme une machine affamée. Vite, encore, toujours plus. Dans l'habitacle, les deux adolescents sont figés sur leur siège, tendus, en apnée, les yeux rivés sur le macadam que les phares éclairent droit devant eux. La conduite de David est impulsive et maladroite. Il n'a pas l'habitude de tenir un volant. Heureusement pour lui, la route est déserte et file en ligne droite. Il surveille régulièrement son rétroviseur, terrifié à l'idée d'y apercevoir un véhicule lancé à leur poursuite. Pied au plancher. Il veut mettre le plus de distance possible entre eux et les mecs de la voiture. Au bout d'un quart d'heure, enfin, ne voyant toujours rien derrière eux, il se détend un peu. À ses côtés, Anne recommence elle aussi à respirer. Tandis qu'elle décompresse, sa faim et sa soif se rappellent à elle. Prenant alors le temps de regarder autour d'elle, elle fouille la boîte à gants à la recherche de boissons et de nourriture. Celle-ci ne contient rien d'intéressant. Un paquet de cigarettes, un briquet, le câble de recharge d'un GPS, les papiers du véhicule au nom d'une certaine Hélène Fageron. Rien à voir avec un des mecs de la voiture. Peut-être l'un d'eux était-il le mari d'Hélène ? Anne hausse les épaules. Après tout, ça change quoi ? Elle se retourne alors sur elle-même et entreprend d'explorer la plage arrière. Pas grand-chose là non plus, si ce n'est un sac de voyage remisé sous le siège de David. L'adolescente se contorsionne pour en saisir la poignée. Elle le ramène vers l'avant et le pose sur ses genoux. Elle fait ensuite glisser la tirette de la fermeture éclair. Puis elle sonde l'intérieur. Si elle n'avait pas été muette, elle aurait poussé un cri de stupeur. Sous ses yeux hallucinés, elle en découvre le contenu rempli aux 3/4 de bijoux étincelants. Pas du tout ce à quoi elle s'attendait. La vision de ce trésor la tétanise quelques longues secondes. Elle ne parvient pas à détacher son regard de cette débauche de richesse. Jamais elle n'a vu autant de bracelets, de colliers, de broches, de boucles d'oreilles, de bagues, brillants et scintillants, le tout entassé pêle-mêle au fond de cette sacoche. Mais ce qui la pétrifie plus encore, c'est l'objet qu'elle découvre au milieu de cet amas d'or et de diamants, et dont la forme compacte et la couleur sombre sont reconnaissables entre toutes. Un revolver. Médusée, Anne fixe l'intérieur du sac sans bouger. À ses côtés, trop accaparé par sa conduite, David ne remarque rien. D'un geste instinctif, comme ensorcelée, l'adolescente plonge lentement la main dans le sac. Elle frôle les bijoux quelques instants, fascinée par ce que tout cela peut représenter. Il y en a pour combien là-dedans ? Elle s'approche ensuite de l'arme qu'elle effleure plus timidement encore, du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'une bestiole sournoise capable de la mordre. Passée la première appréhension, elle la touche bientôt plus franchement. Le contact froid avec le métal lui glace les veines, mais c'est plus fort qu'elle, comme si ses doigts étaient devenus indépendants. Il s'enroule autour de la crosse,
Son index caresse la gâchette, sa main saisit le revolver avant de le sortir du sac. David, les yeux rivés sur la route, perçoit le mouvement de sa compagne, juste à côté de lui. Il jette un coup d'œil furtif, détecte un truc inhabituel, regarde plus franchement, réalise enfin l'ampleur de leur trouvaille. La stupéfaction le fait freiner à bloc. Je frappe une nouvelle fois contre le fond du coffre, si fort que je suis sonnée. Sous le choc, le coffre s'ouvre. Dans une sorte d'état second, je m'extirpe enfin de ma maudite prison. J'arrive, mon bébé. Tenant à peine sur mes pieds, je m'élance maladroitement sur la route. Pas facile de courir les mains attachées dans le dos. Mais pour Hugo, je serais capable de tout, même de l'impossible. Je ne veux pas l'abandonner. Sans songer à me retourner, je cours, de plus en plus vite. Si vite que j'ai l'impression de décoller du sol et de m'envoler. Des phares, juste en face de moi. Aveuglée, je m'arrête net et je hurle. Cette voiture, c'est ma chance, ma dernière chance. Il faut que le conducteur me voie, il faut qu'il s'arrête. Le véhicule fonce droit sur moi, sans ralentir. Je hurle à nouveau. Elle ne s'arrêtera pas. Je ferme les yeux. Au moment où elle me percute, mes paupières s'ouvrent sur le noir complet. Je suis toujours prisonnière de ce coffre. Le choc du dernier freinage m'a fait perdre connaissance. Quelques secondes, sans doute, juste le temps d'un songe. Un cauchemar dans le cauchemar. Hébétés, les deux adolescents contemplent le contenu du sac. « C'est quoi ce truc ?» demandent les mains de David. Anne le considère d'un air grave. « Tu ne comprends pas ?» David ne réagit pas. En vérité, l'explication de la présence du sac et de son contenu se ferait lentement un chemin dans son esprit. Mais les conséquences peinent encore à se matérialiser. Anne soupire. Soit ces mecs se baladent en pleine nuit avec une arme et une collection de bijoux, soit... Ses mains restent suspendues dans l'air pendant quelques secondes. Soit les mecs à qui on a volé la voiture viennent de faire un braquage. David et Anne se regardent effarés. « Il faut se débarrasser de ce truc », assène nerveusement Anne. Et joignant le geste au signe, elle empoigne le sac et sort du véhicule. David met 1 ou 2 secondes à réagir. « Attends !» Trop tard. Anne est déjà dehors. David sort à son tour, contourne le véhicule pour la rejoindre, se place face à elle, la stoppant dans son mouvement. « Tu comptes faire quoi ?»« Il faut qu'on se débarrasse de ça !» s'agite-t-elle en brandissant le sac. Pressée de s'exécuter, elle fait un pas de côté pour esquiver David. Celui-ci la rattrape par le bras et la force à le regarder. « Attends, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas... » Excédée, Anne lui coupe le geste. « David, si on se fait choper avec ce sac, on est bon pour la tôle. » « Justement, » s'impatiente l'adolescent. « Tu vas jeter le sac ? Ok, quelqu'un finira forcément par le retrouver. Et tes empreintes, tu y as pensé ? Tu viens de le manipuler dans tous les sens. Tu as touché l'arme, les bijoux. » Les traits d'Anne se figent. Par réflexe, elle lâche le sac par terre, comme si elle pouvait encore éviter de laisser des traces. Voyant qu'il a fait mouche, David ajoute un peu narquois. « T'as jamais vu les experts ?» Anne se frappe la tête de sa paume ouverte. Ce qu'elle peut être bête. Pendant un moment, ils se taisent, bras et mains ballants, paumés, incapables de prendre la moindre décision. L'épuisement, le stress, la faim, la longue marche dans la forêt, le doute, la peur, l'obscurité, tout cela a mis leur endurance à rude épreuve. Ils cogitent l'un et l'autre, perdus dans leurs angoisses. Ils sont seuls au milieu d'une route déserte, en pleine nuit, dépassés par une situation dont la gravité les écrase totalement. Et tandis que les arabesques de leurs pensées envisagent tous les impacts possibles, le visage d'Anne s'éclaire soudain d'une nouvelle frayeur. Elle se tourne vers le véhicule qu'elle désigne nerveusement, puis ses mains reprennent la parole. « Et la voiture ? Dans la voiture aussi, il y a nos empreintes.
Si la police sait dans quelle voiture les braqueurs ont pris la fuite, ça va nous retomber dessus, c'est sûr. Ils vont croire que c'est nous qui avons piqué les bijoux. » Tous deux contemplent l'auto comme s'il s'agissait d'une menace, une bombe prête à exploser. Les yeux d'Anne se remplissent de larmes. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» David reste sans réaction quelques secondes encore. Puis, comme s'il venait de prendre une décision, il relève la tête. Son regard est résolu, ses gestes déterminés. « On va tout brûler. » « On va tout brûler !» Enfin, je comprends. Ces deux jeunes gens ont piqué une bagnole avec moi dedans. Ils ont trouvé les bijoux volés, sont en train de paniquer. Alors je me mets à crier, avec le peu de force qu'il me reste. Je hurle à m'en briser les cordes vocales. « Je suis là, dans le coffre, je suis là, aidez-moi !» Je donne des coups de pied dans les parois de ma prison. Je gesticule dans tous les sens. « Au secours !» Anne l'interroge du regard. Il explique. « Si on brûle la voiture avec les bijoux et le revolver dedans, nos empreintes brûleront avec le reste. Ils ne pourront plus faire le lien entre nous et cette voiture. » Le visage d'Anne s'éclaire. Elle reprend espoir. Elle acquiesce en hochant fébrilement la tête. « Et après ?» demande-t-elle. David se rembrunit. Il la contemple avec intensité, s'approche d'elle, la prend dans ses bras, la serre fort contre lui. Puis il se détache d'elle. « Après, je te ramène au centre, » épelle-t-il lentement avec ses doigts. Elle s'apprête à rétorquer, il saisit ses mains, les immobilise avant de poursuivre. « Je dirais que tout est ma faute, que je ne voulais pas être séparé de toi, que je t'ai entraîné là-dedans, mais que j'ai réalisé que c'était une folie. Cette fois, les larmes coulent sur les joues de l'adolescente, chaudes et abondantes. Et c'était vraiment une folie ? David hausse les épaules, démuni. Ça fait même pas 12 heures qu'on est parti. Et regarde dans quel pétrin on est déjà. Mais pourquoi ne m'entendent-ils pas ? Pourquoi n'ouvrent-ils pas ce putain de coffre ? Je pleure de rage, continuant à pousser des cris de bête. Puis je me tais, terrassée par l'évidence. Ils ne m'entendent pas, parce qu'ils sont sourds. Elle qui pousse ses cris étranges, lui qui parle si fort. Les deux seules personnes capables de me venir en aide ne peuvent pas m'entendre. Mon Dieu, ce n'est pas possible que tu me fasses subir ça. Et pourtant j'aurais dû m'y attendre. C'est tellement logique, tellement cruel. À présent, je sanglote, implorant sa pitié. Je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible, mon Dieu, mais je ne veux pas mourir comme ça. Brûler vive, dans les flammes de l'enfer, sans avoir revu Hugo, sans savoir si quelqu'un le trouvera à temps. En manque d'oxygène, je cesse de hurler. Le vertige me saisit. Je me retrouve dans une sorte de tourbillon gigantesque et ferme les yeux. Alors, je repense à ce que j'ai commis. J'y repense sans cesse de toute façon. Hugo n'est pas mon premier enfant. Avant lui, j'ai eu un autre petit garçon. Quelques heures après sa naissance, les médecins m'ont annoncé qu'il n'était pas comme les autres. J'ai manqué de courage. Je le sais. Je n'ai pas trouvé la force. Je ne me le suis jamais pardonné. « Comment on fait pour brûler la voiture ?» demande Anne. Les traits de David se figent, catastrophés. « Il nous faudrait du feu, un briquet ou une boîte d'allumettes, tu en as ?» L'adolescente secoue la tête. David domine un mouvement d'humeur. On dirait que tout se ligue contre eux. Il reste immobile un bref instant, abattu et consterné. Connaître la solution de tous leurs problèmes et être dans l'incapacité de la mettre en œuvre, il y a de quoi se décourager. Soudain, euphorique, Anne attire son attention en indiquant l'intérieur du véhicule. Elle ouvre aussitôt la portière avant d'abord, puis la boîte à gants,
s'empare du briquet qu'elle y avait découvert en fouillant dedans peu auparavant, le brandit en le montrant à David. Celui-ci s'en saisit, soulagé et victorieux. L'espoir revient plus fort que jamais. Puis, sous les yeux intrigués de sa compagne, il enlève sa veste, son pull, remet ensuite sa veste. « Tu fais quoi ?» lui demande-t-elle. Il lui fait signe d'attendre. Remet le sac dans la bagnole et laisse la portière ouverte, se contente-t-il de lui répondre. Anne s'exécute aussitôt. De son côté, David tient son pull d'une main, le briquet dans l'autre, dont il fait rouler la molette. Une petite flamme en jaillit, qui l'approche de la manche. Fascinée, Anne regarde. Le feu lèche la laine, d'abord inoffensif, avant de l'enflammer plus franchement. Il ne faut qu'une trentaine de secondes au pull pour s'embraser. David le jette alors sur le plancher de la voiture, à même la carpette de nylon dont il sait qu'elle prendra feu en un rien de temps. Puis il saisit le bras d'Anne et l'entraîne sur la route, les éloignant le plus possible du véhicule. L'adolescente le suit, docile. Elle le suivrait au bout du monde, et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Elle le sait. Il reviendra la chercher un jour, et ils partiront ensemble vivre leur vie et leur amour, à l'image de ce brasier dont elle sent la chaleur se dégager dans son dos. Ce bruit effroyable, celui des flammes qui s'emparent de la voiture, mon cercueil. Mon Dieu, pardonnez-moi. Sauvez mon fils, je vous en prie. Tuez-moi, mais sauvez Hugo, s'il vous plaît. Je n'ai plus la force de pleurer. Terrorisée, j'attends le moment où l'incendie viendra jusqu'à moi. L'odeur atroce du plastique qui se consume m'empêche presque de respirer. Le feu mord la banquette arrière désormais. Il ne me reste plus que quelques secondes. J'étais si jeune, mon Dieu. J'avais à peine 17 ans. Je n'étais qu'une gamine. Ma voix n'est plus qu'un souffle de mourante. J'étouffe dans ma tombe. La chaleur est insoutenable. Je meurs. Parce qu'il y a 12 ans, j'ai abandonné mon petit garçon. Parce qu'il était handicapé, aveugle et sourd. Parce que j'étais lâche. Au bout d'une vingtaine de mètres, les deux adolescents se retournent enfin. Soulagé, David constate que le feu a déjà bien pris. De la plage avant s'échappent de grosses flammes qui se propagent peu à peu à tout l'habitacle. Dans 3 ou 4 minutes, le feu atteindra le réservoir d'essence et la voiture explosera. Un grand calme envahit le jeune homme. Voilà. Il ne peut plus rien leur arriver. Ils seront punis pour leur escapade, mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils viennent d'éviter. Tout va bien. Il va ramener Anne au centre, la mettre en sécurité. Ensuite, la vie reprendra son cours, comme s'il ne s'était rien passé.